Bonjour à toutes et à tous. Madame la défenseure des droits, je vous salue, ainsi que l'ensemble des collaborateurs et de votre équipe qui vous accompagnent. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, donc nous poursuivons ce matin les travaux de notre commission d'enquête avec votre audition. Madame Hédon, vous avez été nommée défenseur des droits le 22 juillet 2020. Vous êtes la troisième personne à occuper cette fonction après Dominique Baudis et Jacques Toubon. Le 14 octobre 2022, vous avez rendu une décision sur MaPrimeRénov' qui a eu pour le moins un retentissement important. Vous faisiez le constat de dysfonctionnement aux conséquences lourdes pour les usagers et vous formuliez plusieurs recommandations pour y remédier. Ainsi, vous aviez relevé qu'un nombre de dossiers pour lesquels vous avez été directement saisi connaissaient des difficultés d'ordre technique. Les demandeurs ne parvenaient pas à enregistrer leurs demandes, d'autres n'ont pas réussi à téléverser leurs pièces justificatives et enfin certains n'ont pas pu modifier leur dossier qui comprenait des informations erronées et qui a donc conduit à leur annulation. Tous ces dysfonctionnements ont amené à ce que des personnes n'ont pas pu réaliser les travaux avant l'hiver ou alors à ce qu'elles n'ont pas pu faire financer les travaux réalisés, ce qui a malheureusement augmenté l'état de précarité financière dans lesquels ces ménages appartenant bien sûr souvent aux catégories de revenus les plus modestes, voire très modestes, se trouvaient déjà. En conséquence, vous préconisez de résoudre au plus vite les difficultés techniques, de permettre aux usagers de modifier leurs dossiers et de régulariser les dossiers qui n'auraient pas abouti en raison des dysfonctionnements. Durant son audition, la Direction générale de l'ANA a indiqué que la moitié des dossiers problématiques avaient déjà été réglés au moment où vous aviez rendu votre décision. Quelle est donc, Madame la défenseure des droits, la situation aujourd'hui? Est-ce que des dossiers continuent à poser des difficultés? Ça nous semble quand même être le cas, ne serait-ce que quand on écoute un certain nombre de nos collègues qui nous font remonter des dysfonctionnements encore venant de territoires. L'ANA a-t-elle suivi vos recommandations? Dans votre décision, vous mettiez également l'accent sur le défaut d'information des personnes qui effectuent les démarches et l'absence d'interlocuteurs lorsqu'elles rencontrent des difficultés. Vous avez qualifié les motivations de refus d'octroyer une aide ou de diminution du montant versé de succinctes, voire confuses. Enfin, vous dénonciez l'absence de solution alternative à la procédure dématérialisée, alors que la possibilité d'entamer et de poursuivre des démarches de manière physique est un droit qui est consacré par la jurisprudence administrative. Ce point a-t-il été corrigé? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'environ une quinzaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site Internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, Madame la défenseure des droits, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous en remercie, donc je vous cède bien volontiers la parole. Et puis ensuite, à la fois notre rapporteur et nos collègues qui sont présents aussi à cette audition ne manqueront pas très certainement de vous poser d'autres questions. C'est à vous. Merci. Madame la Présidente, il faut que je mette le micro, justement pour ceux qui sont à distance. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices et Messieurs les sénateurs, d'abord je vous remercie vraiment pour votre invitation. Vous savez que la question de l'accès aux droits, de l'accès aux services publics est vraiment au cœur des missions de notre institution, du défenseur des droits, et je redis autorité administrative indépendante dont l'existence a été consacrée dans la Constitution. Juste un chiffre pour démarrer. Au cours de l'année 2022, nous avons reçu 126 000 réclamations. Nous allons d'ailleurs sortir notre rapport
rapport annuel en début de semaine prochaine, où nous détaillerons tous ces chiffres. Et là-dessus, 90 000 concernaient la relation avec les services publics et justement ces difficultés d'éloignement des services publics. Et je sais que c'est quelque chose qui vous préoccupe justement particulièrement au Sénat. Et donc, ce motif de saisine relève d'une de nos 5 compétences et qui est donc de loin le premier motif de réclamation que nous recevons. Et dans ces réclamations, de façon assez générale, elles témoignent d'un manquement dans le fonctionnement des services publics, lié à une forme de déshumanisation de l'administration, d'éloignement, lié à la dématérialisation, dont je dirais toujours, la dématérialisation peut être une chance, mais peut aussi éloigner des services publics. Votre commission d'enquête, elle s'intéresse en particulier aux politiques publiques en matière de rénovation énergétique, et vous le savez, donc on a eu à travailler dans ce cadre-là sur MaPrimeRénov', et on se doute bien de ce qui peut aussi se passer après. Et je pense que c'est d'où l'intérêt aussi de la commission d'enquête que vous menez. Nous avons, et vous l'avez dit, reçu 500 réclamations au moment où nous avons rendu cette décision au mois d'octobre. Depuis, 900 nouvelles réclamations sont arrivées. Donc, ce qui prouve bien que quand on médiatise un sujet, les personnes qui sont concernées par ce problème n'avaient pas idée qu'elles pouvaient nous saisir, ont eu idée. Sur les 900 réclamations supplémentaires, 600 n'ont toujours pas reçu de réponse. Et je ne partage pas tout à fait l'optimisme des 500 réclamations au moment où on sort notre décision, dont la moitié serait réglée, parce qu'en fait, on a aussi été alerté par des réclamants qui, effectivement, avaient reçu un courrier, mais ça ne voulait pas dire que le problème était réglé. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu une partie de réponse, mais le problème n'était pas réglé. Et en fait, ils nous ressaisissent dans ces cas-là, puisque nous, on considérait à partir de là que c'était clos, et ça ne l'était pas. Il y a 3 points que je voudrais vous préciser dans ce propos introductif. D'abord, le contenu des réclamations. Vous présentez de façon un peu plus détaillée les recommandations que nous avons faites et effectivement quelles sont celles qui ont été suivies et pas suivies. Si vous voulez bien, je vais commencer par un exemple pour illustrer mon propos. C'est celle d'une femme âgée qui devait changer sa chaudière et pour cela, elle pouvait bénéficier de MaPrimeRénov'. Elle a donc créé un compte sur le site de l'ANA et malgré plusieurs tentatives, elle n'est pas parvenue à compléter son dossier. Et entre-temps, sa chaudière a cessé de fonctionner et elle s'est donc retrouvée privée à la fois d'eau chaude et de chauffage en plein hiver. Elle s'est donc résolue à procéder aux travaux avant la réponse de l'ANA, ce qui en principe a pour conséquence de la priver du bénéfice de la prime Rénov'. Et on est face au cas d'une femme âgée qui se trouve privée de l'aide financière auquel elle a droit, en fait en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme dans une procédure intégralement dématérialisée. Elle a saisi le défenseur des droits et on a pu démêler et elle a pu avoir le versement de l'aide au final. Mais voilà à quoi servent nos interventions. On y arrive sur une partie, mais je vous le redirai, sur une partie, on n'y arrive pas à résoudre les problèmes. De manière générale, les problèmes techniques affectant la plateforme, le défaut d'information, vous l'avez dit, les délais de traitement, les difficultés liées à la dématérialisation totale de la procédure sont autant d'obstacles que nos concitoyens subissaient et subissent encore et qui peuvent conduire les usagers les plus précaires à se retrouver dans une situation difficile. Parce que cette prime Rénov', elle a quand même été mise en place justement pour les foyers les plus démunis. Et ce sont aujourd'hui encore ces foyers les plus démunis qui pâtissent des dysfonctionnements du service, du manque d'interlocuteurs et du défaut d'information. Et nous avons constaté de nombreux écueils dans le traitement, tels que l'impossibilité de créer un compte ou un dossier, de déposer en ligne des pièces justificatives ou encore de modifier des éléments du dossier et finalement d'engager les travaux. Je vous rappelle juste que sur le site des impôts, on peut à tout moment modifier ces déclarations et c'est bien ce qu'il faut faire aussi dans les autres démarches. Et toutes ces entraves ont entraîné d'importantes conséquences pour les usagers. Ces blocages précarisent les demandeurs les plus fragiles économiquement et face à la nécessité de se chauffer l'hiver et en attente du versement de la prime Rénov', certains foyers ont été dans l'obligation de contacter des prêts bancaires ou des prêts familiaux pour financer les travaux et payer les artisans. Et on parle dans certains cas quand même de plusieurs milliers d'euros. Pour le traitement de réclamations individuelles que nous avons reçues, nous avons systématiquement saisi les services de l'ANA. Si certains dossiers ont pu aboutir favorablement, ce n'est pas du tout le cas de tous. Les difficultés ont persisté pour un bon nombre d'entre eux, toujours à cause de dysfonctionnement de la plateforme et de délais de traitement anormalement élevés.
Vous l'avez dit, au mois d'octobre, on en était à 500 saisines. Je vous rappelle, 900 depuis. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était les recommandations que nous avions faites à ce moment-là. Vraiment, je le redis, et vous l'avez évoqué dans votre introduction, la réalisation des démarches administratives dématérialisées doit demeurer une possibilité ouverte à l'usager et non une obligation. En aucun cas, cela ne doit conduire à priver certains bénéficiaires potentiels d'une aide. Et notre objectif est de remédier durablement à des défaillances structurelles. Et donc, nous avons fait 5 recommandations à l'ANA. Mettre en place les mesures de nature à résoudre définitivement les difficultés techniques affectant sa plateforme de dépôt des dossiers de demande d'aide, diminuer les délais de traitement des dossiers confrontés à des difficultés, améliorer l'information des usagers, notamment par la mise en place d'interlocuteurs qualifiés voués à assurer un meilleur suivi des dossiers et des réclamations et la communication dans les décisions d'éléments d'analyse de nature à les justifier, entre autres quand il y a eu une baisse du versement prévu ou un non-versement. Prendre la tâche de ces ministres de tutelle afin de mettre en place un canal de dépôt des demandes en complément de la procédure dématérialisée et régulariser l'ensemble des demandes d'aide n'ayant pu aboutir en raison de difficultés imputables à la mise en œuvre du dispositif, telles que des difficultés et des dysfonctionnements techniques rencontrés sur la plateforme, les délais de traitement des dossiers ou l'absence de prise en compte des avis de dégrèvement des impôts. Alors, quelles ont été les évolutions et les suites données à ces recommandations? Alors, l'ANA a bien répondu à cette décision par un courrier en date du 10 janvier 2023 et nous a fait part de ses observations. Des améliorations dans la gestion des dossiers ont indéniablement été constatées, notamment avec la mise en place d'un service dédié à la relation avec les usagers. Mais les usagers rencontrent encore de nombreux problèmes dans le traitement de leurs dossiers et le défenseur des droits continue d'être régulièrement saisi. Je vous l'ai dit, 900 saisines supplémentaires, ce qui fait quand même, si on ajoute aux 500, 1400. Et nous continuons le suivi des dossiers individuels sur lesquels nous avons saisi l'ANA, qui est systématiquement insaisie et qui n'ont toujours pas abouti. Les délais de traitement de l'ANA sont très longs pour certains dossiers, et certains dossiers peinent à être résolus malgré les relances régulières de mes services. Et par ailleurs, de nouvelles difficultés nous ont été remontées pour les entrepreneurs remplissant le rôle de mandataire financier et sur qui pèsent les contraintes financières liées à l'absence de versement de l'aide et qui met en difficulté de petites entreprises et de petits entrepreneurs. Nous sommes toujours pleinement mobilisés sur les dossiers MaPrimeRénov' et nous assurons en parallèle le suivi de la décision du mois d'octobre. Je voudrais revenir sur les différents sujets sur lesquels nous avons fait des recommandations. Sur la quantité de dossiers rencontrant des difficultés, l'ANA indique que si des anomalies, erreurs ou lacunes ont été constatées, elles restent dans des proportions sans commune mesure avec les volumes de décisions d'octroi de la prime et de paiement délivrés chaque jour par l'agence. Bien évidemment, nous ne voyons, nous, et je le redis à chaque fois dans l'institution du défenseur des droits, que ce qui ne va pas. Nous sommes un bon observatoire de ce qui ne va pas, mais nous ne voyons que ce qui ne va pas par rapport aux saisines. Et de toutes les manières, tout dysfonctionnement qui engendre une atteinte aux droits ne peut être toléré, d'ailleurs, quel que soit le nombre d'usagers concernés. Et je continue à dire que nous sommes une institution pas forcément bien connue du grand public, donc nous ne voyons qu'une partie des dysfonctionnements, et c'est évidemment que l'intégralité des difficultés ne nous remonte pas. Et ce que je pense, c'est qu'il faut rétablir et remédier au plus vite et rétablir les usagers dans leurs droits sans attendre. Sur les dysfonctionnements techniques de la plateforme, alors, on a observé une certaine amélioration de la qualité du service rendu aux usagers. Cependant, franchement, l'ensemble des difficultés est loin d'être résolu. Certains de nos réclamants dont les dossiers sont en souffrance depuis longtemps ne parviennent toujours pas à accéder à leur compte ou à déposer des pièces. Et quant à la prise en compte de la situation des demandeurs ayant connu une difficulté à déposer leur demande, elle ne permet malheureusement pas de répondre à l'ensemble des situations. Il est désormais prévu que le bénéficiaire de la prime peut bénéficier, dans certains cas, d'un délai supplémentaire lorsque des circonstances extérieures à sa volonté ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations. Mais d'une part, la durée de cette prorogation n'est pas toujours suffisante pour certains dossiers confrontés à des difficultés persistantes. Et d'autre part, cette prorogation ne répond pas à l'ensemble des difficultés en ne prenant notamment pas en compte les cas dans lesquels les demandeurs n'ont pas pu attendre pour exécuter l'entièreté
des travaux, exemple que je vous ai donné au début. Sur l'absence de prise en compte des avis de dégrèvement fiscal, alors l'ANA indique que ces services utilisent depuis le 1er janvier 2023 l'API, impôt particulier de la DGFiP, qui leur permet de prendre en compte les avis des dégrèvements des usagers dès le dépôt de la demande. Cette évolution permet l'instruction des demandes d'aide conformément à la situation fiscale réelle du potentiel bénéficiaire, mais l'ANA ne s'est pas engagée à régulariser les demandes n'ayant pas pu aboutir en raison de l'absence de prise en compte des avis de dégrèvement. Sur le défaut d'information, afin de faciliter la lecture et la compréhension des motifs des décisions par les usagers, je cite l'ANA, un travail d'amélioration de la documentation de l'agence est actuellement mené afin d'accroître la compréhension des décisions prises, notamment lorsqu'elles relèvent de rejet ou de retrait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pour autant, cette mesure n'est pas suffisante pour permettre aux usagers de comprendre spécifiquement et individuellement les motifs de la décision qui leur est opposée et de former, le cas échéant, un recours pertinent contre celle-ci. C'est quelque chose qu'on voit sur l'ensemble de l'accès aux services publics. C'est assez général de ne pas expliquer aux réclamants pourquoi. Voilà. Et c'est quelque chose d'important qui permettrait plus de fluidité. Sur les délais de traitement des réclamations, l'ANA relève que certains dossiers complexes anciens qui n'ont pas encore pu être complètement résolus bénéficient d'un double dispositif spécifique via un accompagnement à la fois par téléphone et une détection proactive. Et sur ce point, nous avons bien constaté que certains usagers ont confirmé avoir été contactés par l'ANA, mais ce n'est pas du tout le cas pour tous. Les usagers et nos délégués continuent ainsi de déplorer l'absence d'interlocuteurs clairement identifiés, facilement joignables, pour fluidifier les échanges et améliorer le traitement de leurs demandes. Enfin, sur l'absence de procédure alternative à la dématérialisation de la demande, vous le savez, l'ANA n'a pas souhaité mettre en place un canal alternatif de dépôt des demandes en complément de la procédure dématérialisée. Je le regrette compte tenu des dysfonctionnements persistants. Et de façon plus générale, d'ailleurs, les dysfonctionnements informatiques et les bugs informatiques existeront toujours et il faudra toujours pouvoir joindre quelqu'un. Et ça aussi, on peut le dire sur l'ensemble des démarches avec les services publics. Plusieurs dispositifs d'accompagnement des usagers sont en cours de mise en place, notamment avec la possibilité de recourir à un mandataire qui peut être un proche, un conseiller France Rénov' ou un artisan. Mais ces dispositifs sont insuffisants pour plusieurs raisons. En premier lieu, la création du compte demeure une prérogative du demandeur de l'aide et les difficultés intrinsèques liées à toute procédure dématérialisée nécessitant d'accéder à du matériel informatique, à une connexion Internet, à une compétence particulière restent donc entières. En second lieu, de nombreux artisans remplissant le rôle de mandataire financier pour leurs clients nous ont fait remonter des difficultés qu'ils rencontrent. Ils pointent notamment du doigt le fait que l'ANA entre directement en contact avec les clients et qu'il leur est dès lors impossible de savoir ce qui leur a été demandé. Et certains clients très âgés ont créé une adresse mail uniquement pour créer leur compte, mais n'utilisent pas en réalité cette adresse. Les mandataires relèvent également qu'en qualité de mandataires financiers, ils ont avancé le montant des frais correspondant aux aides de l'ANA à leurs clients, mais les versements se faisant tarder, leur activité est mise en péril. Cette situation particulièrement préjudiciable pour les artisans ayant endossé le rôle de mandataire financier nécessite que l'ANA prenne des mesures de nature à remédier au plus vite à ces difficultés. Voilà les observations que je souhaitais vous faire en introduction, mais de manière générale, je vous rappelais qu'il ne peut y avoir de transformation numérique sans garantir réellement l'accès aux services publics et par là même l'accès aux droits. Et derrière cette question est posée la question de l'égalité des droits. Les services publics incarnent les droits, ils ont pour mission de les rendre concrets et accessibles. Et lorsque ce rôle n'est pas assuré, cela signifie que des personnes sont laissées de côté, sont exclues. La distance des services publics signifie le recul des droits qui accentue les vulnérabilités et la cohésion sociale. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé préliminaire déjà très complet. Donc, monsieur le rapporteur ne va pas manquer de vous poser d'autres questions. Merci, merci Madame la Présidente, merci Madame la défenseur des droits déjà pour votre exposé, oui, très complet et qui révèle bien à la fois à travers nos auditions, à travers les remontées qu'on peut avoir chacun dans nos territoires et les sollicitations qu'on peut avoir aussi également sur les utilisateurs de MaPrimeRénov' et toutes ces problématiques-là. Et c'est vrai qui mine de rien, ne sont pas des conséquences souvent dramatiques, parce que c'est vrai que vous donniez l'exemple
de la vieille dame, mais moi j'ai plein de cas où des personnes qui, de bonne foi, ont engagé tout un processus et ils sont partis, changement de chaudière ou autre, en estimant qu'ils allaient toucher leur prime, puis en fait, pour des petites erreurs en fait matérielles au départ, ne la touchent pas, et donc avec des conséquences financières qui sont très, très difficiles par la suite. Donc en fait, moi, il y avait déjà une première question, c'était peut-être sur justement cette question du droit à l'erreur. Enfin, ce que moi j'ai pu voir, c'est l'énorme difficulté en fait pour parfois vraiment pas grand-chose. J'ai un cas sur un problème de date du devis qui n'a pas été, enfin, il fallait que ça soit un devis après ou avant, enfin, en tout cas, qui n'est pas rentré dans le quasi l'impossibilité de revenir en arrière, quoi. Et même un casse-tête, enfin voilà, on se demande comment y arriver. Donc ça, je pense, enfin, est-ce que vous avez déjà fait des préconisations justement sur ce droit à l'erreur, parce que c'est vrai que ça existe sur d'autres aspects, hein, de pouvoir dire à un moment donné, oui, je me suis trompé, et de bonne foi, parce que c'est vrai qu'en plus, je trouve que sur l'ensemble des exemples qu'on peut avoir, on peut quasi dire que c'est pas des fraudes derrière, quoi. C'est vraiment des choses de bonne foi et des gens qui sont, oui, parfois peut-être pas assez renseignés, mais en tout cas, sur cette question du droit à l'erreur, de savoir ce que vous aviez peut-être comme préconisation pour faire en sorte que justement on puisse revenir en arrière et pouvoir réparer des situations qui sont complexes. Ensuite, vous appuyez beaucoup sur le fait que on a un système, une plateforme qui est numérique, bon, qu'on retrouve partout, hein, la problématique de l'accès aux services publics et à la fois de la question de la précarité numérique et de toutes les personnes qu'on ne touche pas à travers ça, et donc la nécessité d'accompagnateurs. Avec du coup mon accompagnateur Rénov', est-ce que ça vous semble un intermédiaire, en tout cas quelque chose, alors c'est, on va dire, tout récent, mais qui pourrait jouer aussi ce rôle-là, quoi, c'est-à-dire cet accompagnateur Rénov', dont on imagine qu'il sera, qu'il est déjà, mais qui va se multiplier sur l'ensemble des territoires, et qui puisse justement cet interlocuteur qui permet soit d'accompagner vers une plateforme, soit justement d'avoir un contact physique direct. Mais en tout cas, voilà, est-ce que dans l'orientation de cet accompagnateur Rénov' et de ce qu'on peut en voir, quel est votre avis par rapport à ça? Et puis j'avais aussi une question sur, pour avoir fait un petit peu l'expérience, savoir si vous aviez eu des retours sur cet aspect-là. C'est vrai que sur la plateforme de France Rénov' de l'ANA, en fait, quand on commence à rentrer l'ensemble des données, moi j'ai déjà fait le constat que quelques temps après, on avait beaucoup de sollicitations en termes de pompe à chaleur, etc. Donc ce qui veut dire que du coup ces données-là sont diffusées. Et savoir si vous aviez des informations sur ces, enfin en tout cas des remontées en tout cas, parce que c'est vrai que ça pose question en fait que ces données-là puissent être diffusées, en tout cas revendues, enfin j'en sais rien, enfin en tout cas parce que c'est vrai que c'est un autre aspect, c'est que comme du coup ces personnes ensuite sont contactées par différents opérateurs, souvent pas forcément de bonne foi, du coup réorientées vers d'autres canaux, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça, c'est une rénovation plutôt globale, etc., qui va être contacté par quelqu'un qui va lui vendre une pompe à chaleur, enfin voilà, en tout cas, je pense que ça c'est une vraie réalité. Moi, je l'ai essayé en vrai, et il m'a pas fallu, je pense, aller une demi-journée pour recevoir beaucoup d'appels derrière, donc c'est quelque chose qui existe. Et puis pour terminer, savoir si dans les sollicitations que vous avez eues et les différentes problématiques, est-ce que vous avez fait une analyse, on va dire, territoriale, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui, je sais pas, plutôt rural, plutôt urbain? Est-ce que, au contraire, il n'y a pas tellement de différence, et notamment sur cet accès justement généralement aux services publics, mais est-ce qu'on a un peu peut-être une carte de ces problématiques-là? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Sur la question du droit à l'erreur, dans les erreurs qu'on a pu observer, c'est des erreurs sur le numéro fiscal. C'est des erreurs sur avoir mal coché monsieur ou madame, enfin, donc des erreurs en plus que tout le monde peut faire. Alors là, pour le coup, je pense vraiment qu'il faut arrêter de penser que c'est que les plus en difficulté avec le numérique. Et c'est vraiment, enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, le pas pouvoir corriger ces erreurs comme on le fait pour les impôts, ce qui prouve que c'est faisable. Mais on le préconise aussi sur certaines aides sociales. Enfin, de la même manière, il faut pouvoir
corriger quand on a fait une erreur. Et puis, on voit bien la crainte de la fraude, hein, et c'est normal de lutter contre la fraude, mais on voit bien comment la lutte contre la fraude peut empêcher d'accéder aux droits. Parce que là, on est vraiment dans cette situation-là. C'est à cause de la peur de la fraude qu'un certain nombre de cas ne sont pas réglés. Et donc, je trouve que c'est intéressant de montrer la balance qu'il peut y avoir. Et évidemment qu'il faut lutter contre la fraude, mais attention à ce que ça n'empêche pas d'accéder à ces droits. Sur les accompagnateurs MaPrimeRénov', on n'a pas de retour pour l'instant. Ça faisait partie de nos préconisations. Toute la question, c'est est-ce que ces accompagnateurs ont vraiment accès au dossier? Ce qui se passe dans les espaces France Service, qui est vraiment, je continue à dire, qui est un plus pour accéder aux services publics, mais ce ne sont pas des agents des différents services publics. Ce n'est pas des agents de la CAF à l'intérieur, ce n'est pas des agents de la CPAM, ce n'est pas des agents de Pôle emploi. Donc il y a toute une partie des dossiers qu'ils ne peuvent pas régler. Et là, il faut que la personne qui soit l'accompagnateur puisse accéder au dossier et résoudre les problèmes. Autrement, l'intermédiaire ne sera pas suffisant. Sur la divulgation de données, on n'a pas de retour, on n'a pas d'infos pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut observer sur l'ensemble des demandes d'aide qui peuvent exister quand les gens ne sont pas à l'aise avec le numérique, c'est qu'on leur crée une boîte mail. La personne qui crée la boîte mail, qui peut aussi bien d'ailleurs être une assistante sociale ou autre, a le code, peut garder le code ou pas le garder, mais la personne aussi en question oublie son code. C'est quand même quelque chose d'excessivement fréquent. Je pourrais vous donner une anecdote quand j'étais aux Antilles, mais qui à mon avis n'est pas une anecdote, sur une déléguée qui me dit, dans nos délégués territoriaux, qui me dit j'ai eu un vieux monsieur en face de moi à qui je dis attendez, il faut que vous me disiez c'est quoi, quelle est votre boîte mail. Et il me dit mais c'est quoi ma boîte mail? Voilà. Donc, or, on lui avait créé une boîte mail. Donc ça, c'est quand même la réalité. Et sur la question de l'analyse territoriale, non, on n'est pas en capacité de vous dire s'il y a des régions où il y en a plus ou pas. Par contre, c'est plutôt des situations de personnes âgées, de personnes vulnérables, de difficultés d'accès modestes. Et comme la prime rénov', elle a été faite pour les gens modestes, voilà. Et peut-être vous dire un mot, du coup, là-dessus, sur nos... vous savez comment, en fait, on fonctionne des juristes au siège, 250 personnes, majoritairement des juristes, vous en avez deux à mes côtés. Donc au début, MaPrimeRénov' a complètement été traitée au siège par le pôle dans lequel que dirige Maude. Mais après, là, maintenant, c'est reparti sur nos délégués. Une fois qu'on a donné un certain nombre de préconisations, dit ce qu'il fallait faire, porte d'entrée à l'ANA, maintenant, c'est traité par nos délégués. C'est très intéressant parce que j'ai 570 délégués sur le territoire qui sont des bénévoles, qui ont une indemnité quand même de 400 € par mois, qui en gros s'engagent à faire 2 demi-journées de permanence par semaine et 2 demi-journées pour régler les dossiers. La réalité, honnêtement, c'est qu'ils travaillent plutôt 3 ou 4 jours par semaine quand c'est pas un peu plus. J'ai fait plusieurs collégiales, là, ces 15 derniers jours. J'ai rencontré nos délégués. Les collégiales, c'est quand on réunit les délégués, justement, sur des partages de bonnes pratiques, des difficultés. Je les ai rencontrés là récemment, à Bourges, à Rennes et à Toulon. Tous m'ont alerté sur MaPrimeRénov'. Ça a été on démarre tout de suite, quelles sont en gros les difficultés que vous rencontrez. Ils ont démarré par MaPrimeRénov' et surtout par « c'est insupportable, l'ANA ne nous répond pas ». Donc je voulais vous faire remonter ça parce qu'en fait, nos délégués, ils sont bénévoles et ils trouvent un grand plaisir à régler les problèmes. Je dirais que leur paiement est du fait de la satisfaction de réussir à résoudre des problèmes. Quand ils n'ont pas de réponse des services publics et qu'ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes, leur travail perd complètement le sens. Et là, c'était dans les 3 endroits la première chose qu'ils m'ont dite. On n'a pas de réponse. Les dossiers, alors évidemment, quand j'en reparle ici, ils me disent oui, les dossiers, de temps en temps, ça met plusieurs mois. Mais nos délégués, quand au bout d'un mois, il n'y a pas de réponse, que le réclamant revient en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont en face d'eux des gens en difficulté. Et c'est lourd à porter comme question. Donc voilà, je voulais vous dire que ce qui me frappe là en ce moment, c'est que les délégués et la secrétaire générale avec le délégué général de la médiation sont en ce moment à Marseille. Et c'est aussi la première chose qui a été sortie dans la collégiale. Donc je voulais vous alerter là-dessus. J'ai répondu à vos questions. Alors, oui. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la défenseur des droits. Merci pour votre propos liminaire. J'ai bien retenu ce que vous venez de dire concernant la fraude, qui ne doit pas être un frein au recours au droit et au bon droit, et puis la difficulté par rapport à bon nombre de nos concitoyens au regard des procédures qui sont uniquement dématérialisées.
Pour ce faire, les maisons France Service ont dans leur ADN, normalement, la possibilité de remédier à ça auprès des requérants. Il se trouve que vous venez de mentionner un point sur une difficulté qui est réelle, qu'on constate dans nos territoires, y compris lors de nos permanences. C'est que les agents qui sont en charge de ces maisons France Service n'ont pas accès aux données des différentes administrations pour lesquelles ils doivent normalement être le point d'entrée et donner satisfaction à l'usager. Or, il me semble que... mais je voudrais juste avoir votre avis. Il y a une difficulté réelle et le rapporteur vient d'y faire allusion dans la transmission d'un certain nombre de données et des sollicitations à caractère commercial qui s'ensuivent. Donc il nous faut aussi être protecteur du citoyen dans l'aspect des données qu'il est susceptible de mettre à disposition d'une administration quelle qu'elle soit. Cependant, ne pensez-vous pas qu'il puisse y avoir là aussi un système d'accréditation jusqu'à un certain niveau d'information pour chacune des administrations? Je pense que ça pourrait être, me semble-t-il, une voie d'amélioration du service rendu par les maisons France Service. Et pour ce faire, il faudrait sans doute interroger chacune des administrations présentes au sein des maisons France Service et définir de manière collégiale un niveau d'accréditation suffisant pour permettre d'avancer, tout au moins de faire avancer la question du requérant et d'apporter un début de réponse. Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. D'abord, je suis assez convaincue que vous voyez dans vos permanences les mêmes choses que ce qu'on peut observer dans nos réclamations. Ça, je l'ai constaté plusieurs fois et ça, c'est sûr que vous voyez à peu près les mêmes genres de difficultés que ce qu'on peut observer. Sur cette question des accréditations et des espaces France Service, vous savez que notre préconisation de départ sur la dématérialisation, c'était dans la création de ces espaces France Service que ce soit des agents directement de la CAF, de la CPAM. Et ce que nous avons une centaine de nos délégués qui sont présents dans les espaces France Service. Alors pareil, on ne sera jamais en capacité d'évaluer l'ensemble des espaces France Service, mais on peut voir les endroits où ça fonctionne ou pas et pourquoi. Là-dessus, j'ai jamais d'accusation contre les agents qui sont dans ces espaces France Service ni dans ces services publics qui honnêtement cherchent à faire au mieux. En gros, si par exemple, je vous prends l'exemple de la CAF, si l'endroit, le territoire, la CAF est en difficulté parce qu'elle a du mal de toutes les manières à traiter tous les dossiers, elle a aussi du mal à répondre à l'espace France Service. Si elle-même n'est pas en difficulté et qu'il y a un canal assez facile, ça fonctionne, l'agent Espace France Service appelle la CAF et arrive à régler le problème. Mais il y a plein de moments où les agents des Espaces France Service nous ont dit mais moi, je peux passer 1 heure à appeler la CAF ou la CPAM et à ne pas avoir de réponse. Mais parce qu'eux-mêmes sont en difficulté de l'autre côté. Je n'accuse pas. Donc oui, moi, je pense que la question de l'accès au dossier et du coup de ce que vous dites d'une forme d'accréditation pour pouvoir résoudre les problèmes me paraîtrait, à mon avis, importante. En tout cas, il faut aller plus loin que ce qui est juste fait pour l'instant. Je vous ferai une petite parenthèse sur la question de la formation dans les espaces France Service. Nos délégués disent certains agents dans les espaces France Service sont formés une journée ou une journée et demie. Nos délégués, quand ils démarrent, ils sont formés 1 semaine complète et je peux vous dire qu'ils ressortent en disant vous nous remplissez bien la tête. Et surtout, on fait de la formation continue derrière. Hein. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'il y a des nouveautés, dès qu'il y a... Voilà. Et les collégiales sont un moyen aussi de continuer à former. Autre chose aussi que je voulais vous rajouter, c'est quand même sur le nombre de personnes en difficulté avec le numérique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du dernier rapport de la NCT, qui n'est pas encore rendu public, mais dont quelques chiffres sont sortis. Et sur les éloignés du numérique, auxquels ils agrègent ceux qui sont en difficulté avec le numérique et ceux qui n'ont pas accès à Internet. On est à plus de 16 millions de personnes, on est à 31,5% de la population française, donc on est quasi à un tiers. Il faut juste faire avec cette réalité, qui est une réalité. Et donc, je continue à dire, ce n'est pas possible de demander et d'imposer des démarches dématérialisées dans ce contexte, avec un tiers de la population qui est en difficulté. Et je trouve que, du coup, le problème, en fait, c'est pas la dématérialisation. Enfin, moi, je continue à dire que c'est une chance pour plein de personnes. Ça peut simplifier les démarches, encore que chacun de nous peut, 1, faire des erreurs, 2, être confronté à des bugs. Mais c'est pas la dématérialisation, c'est d'avoir supprimé les accueils physiques.
physique et téléphonique, le problème, et de ne pas avoir la possibilité de déposer un dossier papier. La décision du Conseil d'État du mois de juin, qui est très claire là-dessus, qui dit le problème, c'est pas tant la dématérialisation, c'est que tant que les gens ne sont pas en capacité, il faut qu'ils soient accompagnés. C'est pour les préfectures, hein, la décision du Conseil. Soit accompagnés, soit qu'ils puissent déposer un dossier papier. La décision n'est pas encore, franchement, complètement appliquée dans les préfectures. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos collègues? Est-ce que vous avez, depuis que vous êtes saisi de ce dossier de MaPrimeRénov', eu des échanges directs avec la directrice générale de l'ADA, avec son président? Comment les choses se passent entre vous, et est-ce qu'il y a de part et d'autre une volonté de se dire que c'est un enjeu que tout le monde peut partager, un défi à relever, et comment sont vos relations avec les deux têtes de l'ANA, que ce soit la directrice générale et le président, quoi? Oui, heureusement. Et ça, oui. Si nous, on veut résoudre les problèmes, il faut des liens, et des liens en bonne intelligence. Donc, effectivement, j'ai rencontré la directrice, les équipes ont rencontré le secrétaire général. Donc, il y a des échanges réguliers. Je viens de réécrire à la directrice pour lui dire tous les obstacles que nous continuons à observer et les non-réponses auxquelles nous sommes confrontés, ou ce que je vous disais, c'est-à-dire l'usager a eu une réponse, mais ça n'a pas débloqué pour autant son dossier. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit apparaître. J'entends bien la phrase qui est dite et par l'ANA et par le ministre d'ailleurs aussi, mais finalement, c'est très peu le nombre par rapport à tout ce qu'on arrive à régler. Oui, c'est évidemment, mais d'abord, c'est pas si peu que ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Quand bien même des personnes n'arriveront pas à accéder à leurs droits, on sera toujours là pour essayer de les défendre. Et puis, en fait, je voudrais vous dire, si c'est si peu, je comprends pas pourquoi c'est pas réglé. Voilà, moi, c'est-à-dire, j'ai un autre raisonnement, c'est que si effectivement, et ce qu'on constate, c'est que c'est pas réglé. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser que nous ne sommes pas suffisamment connus et que donc il y a plein de gens qui ne nous saisissent pas. Et je voudrais vous redire à quel point c'est délétère pour les personnes d'observer que leur voisin a réussi à obtenir l'aide et pas eux, et qu'il n'y a pas d'explication pourquoi. Et ça, en termes de cohésion sociale, je vous assure que vous le voyez aussi, c'est complètement délétère. Donc je pense que je trouve qu'il ne faut pas minimiser le nombre, et le nombre est probablement beaucoup plus important. Je partage tout à fait ce que vous dites, mais pour quelle que soit la réclamation, moi j'ai pendant été plus de 10 ans présidente d'un office public de l'habitat, je disais à mes services, c'est dramatique quand il n'y a pas de réponse, quand les gens ne savent pas si leur demande a été prise en compte, si elle est actuellement étudiée, le principal, c'est de pouvoir les tenir informés. Parce que par ce biais-là, déjà, on arrive à faire tomber un certain nombre d'irrationnels et on arrive mieux ensuite à pouvoir expliquer pourquoi ça n'a pas abouti, pourquoi il y a eu des difficultés, mais je suis complètement d'accord. Hein, c'est dramatique. C'est dramatique. Et là-dessus, il faut un interlocuteur. En fait, la question pour nous, et c'est ce que demandent nos délégués, c'est quelqu'un à qui parler, qui peut régler le dossier. Pour aller dans votre sens sur les explications, je voudrais vous raconter ce qu'on a fait au moment, vous savez, on a fait partie de l'expérimentation sur la MPO, la médiation préalable obligatoire, dans certains départements, sur RSA et les aides au logement. Et quand on a évalué cette expérimentation, on a évidemment voulu demander aux personnes concernées qu'est-ce qu'elles en ont pensé. Je vous permets une petite parenthèse. Pôle emploi, qui a fait partie aussi de l'expérimentation, n'est pas allé demander aux usagers ce qu'ils en ont pensé. Je pense que quand on évalue une politique publique, demander aux usagers ce qu'ils en pensent me paraît absolument la base. Ce qui était très intéressant, quand on a demandé aux usagers ce qu'eux ont pensé de notre médiation préalable obligatoire, c'est qu'évidemment, nous, on se doutait a priori qu'il y avait un tiers des personnes qui avaient obtenu satisfaction qui allaient dire qu'ils allaient être contents. Et les 2 tiers pas contents. Pas du tout. Il y a eu 2 tiers de satisfaits. Parce qu'il y a eu le tiers qui a obtenu réparation et l'aide auquel il avait droit, et l'autre tiers, on lui a juste expliqué pourquoi il n'y avait pas droit. Et ils ont dit, mais moi, je suis très content, j'ai compris pourquoi j'y avais pas droit. Et donc ça dit le travail qu'il faut faire d'explication. Nous, on est en train aussi de se le mettre en place, c'est-à-dire, moi, je trouve de temps en temps qu'on peut envoyer des courriers à nos réclamants où je me dis, mais je ne suis pas sûre qu'ils comprennent absolument tout. On a entrepris un travail depuis plusieurs mois de clarification de nos courriers, des éléments que l'on peut envoyer, de ce qui est sur notre site internet, on fait tout un travail de clarification, et je pense que vraiment les services publics doivent... parce qu'on a eu par exemple un réclamant, et ça c'était très intéressant, et la CAF et notre délégué ne comprenaient pas pourquoi il n'était pas content, il avait une remise de dette.
Il n'était pas content. Il n'était pas content de la remise de dette. Et en fait, il ne comprenait pas la remise de dette. Et il suffisait de lui qu'on mette le terme juridique remise de dette, mais qu'on lui explique, ça veut dire que vous n'avez plus de dette. Voilà, que vous ne devez plus rien. C'est juste... Mais je trouve que c'est hyper intéressant, parce que, oui, en fait, si on y réfléchit et qu'on ne connaît pas ce terme-là, remise de dette, vous pouvez dire remise... Enfin, voilà. Donc, je pense que l'explication est vitale. Non, j'ai une question complémentaire par rapport à... Alors, je ne sais pas si, en fait, du coup, en tant que défenseur des droits, vous aviez déjà fait des études, vous saviez, des retours entre la partie CITE, donc crédit d'impôt, et le passage à MaPrimeRénov', quoi. Est-ce que vous avez vu une différence, des évolutions par rapport, en fait, à ces deux dispositifs qui ont été assez différents? Je ne suis pas tout à fait en capacité de vous répondre, mais par contre, ce que je voudrais sur les recours contre des décisions de l'ANA, quand les particuliers n'ont pas pu bénéficier de la prime rénov' et font un recours, dans le recours, pareil, il n'y a pas d'explication du pourquoi. Et c'est aussi pour ça que de temps en temps les personnes se retournent vers nous, c'est parce qu'elles cherchent à avoir une explication du pourquoi il y a eu un rejet. Non, de façon plus générale, en fait, sur ces questions de rénovation, enfin rénovation énergétique, il va y en avoir de plus en plus d'aide. Enfin, il y a des besoins d'aide. Donc, on va en créer de plus en plus. Et je trouve que ce qu'on observe là doit nous servir sur ce qu'il faut faire et ne pas faire sur la suite. Voilà. Et je pense, enfin, je redis, la question de l'accueil physique est absolument indispensable et d'une cellule en capacité de gérer les bugs informatiques. Nous observons exactement la même chose sur les APL et le versement direct des aides. Il y a des bugs et il n'y a personne à contacter quand il y a... Et je vous alerte là-dessus, parce que si on fait la même chose sur le RSA avec des aides automatiques, quand il y a des bugs, les personnes vont se retrouver sans rien et avec personne à qui demander. Enfin, avec l'informatique, il y aura toujours des bugs. Voilà. Et puis, par rapport aux différentes auditions, j'espère que les choses s'amélioreront, parce qu'effectivement, au regard des enjeux importants qui donc doivent être mis en œuvre pour atteindre le plus de rénovation globale et performante, et surtout relever ces enjeux, voilà, il reste à souhaiter qu'effectivement, alors peut-être qu'il y a aussi des difficultés par rapport au fait qu'aujourd'hui, vous disiez, il y a beaucoup d'aides, cette forêt d'aides aussi, malheureusement, elle ne facilite pas la compréhension de la part des usagers, les aides qui sont versées par l'ANA, les aides qui peuvent être complétées, abondées par des collectivités, enfin, tout ça, c'est extrêmement complexe. Donc, c'est aussi ce qu'on va peut-être essayer de proposer en termes de recommandations. On le sait bien, hein, il y a une question aussi de lisibilité, de visibilité, puis de simplification, tout simplement. Et ça a peut-être aussi des conséquences et répercussions sur ce que vous avez constaté, vous, directement. Et si, quand même, pour répondre à votre question, maintenant que je comprends ce qu'elle m'a dit, c'est la question des étapes de la procédure sur la prime rénov' qu'il n'y avait pas sur le crédit d'impôt qui était postérieur et qui, du coup, simplifiait les choses. Puisqu'on a eu, enfin, l'histoire que je vous ai racontée au début sur la femme qui, quand même, est confrontée au fait qu'il faut qu'elle fasse les travaux, autrement elle est sans chauffage et sans eau chaude, et du coup, elle n'a pas respecté la procédure. Je pense que ça aussi est une difficulté. Merci beaucoup. Merci madame et messieurs, dames. Merci, on vous souhaite une bonne journée. Merci.